18h18, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Weekend jusqu'à 19h à mes côtés pour commenter cette actualité assez riche, il faut bien le reconnaître. En ce vendredi soir, Naïm M. Fadel, Véronique Jacquier, Nathan Dever, Guilmi Haëli et Gauthier Lebret. Alors, je voulais parler du conclave, mais vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas parler du conclave parce que ça fait scandale. On va parler donc... Scandale, soyons mesurés. Bon, c'est ça les semblait partenaires choqué. Sociaux qui n'aiment pas ce terme et qui n'utilisent pas, qui ne reprennent pas le terme de conclave. Bon. C'est vrai que ça... Ça va perdre son latin. Ça va perdre son latin. Donc on va dire que en fait, la fameuse concertation promise sur la réforme des retraites, c'est mieux quand je dis ça. Oui, c'est plus consensuel, c'est plus classique. C'est plus classique. Et vous êtes un garçon classique. Voilà, exactement. Donc on va rester un peu classique, un peu moins rock'n'roll, si je puis me permettre. On va faire le point sur cette première réunion avec Clélie Mathias, qui l'a suivie avec une grande attention. La réunion aura duré 2 heures ici au ministère du Travail autour de François Bayrou et de 4 ministres. Et puis bien sûr les organisations patronales et syndicales. Une première réunion pour fixer le cadre, l'organisation, la méthode de cette future concertation sociale au sujet de la réforme des retraites. Le Premier ministre François Bayrou est sorti satisfait, plutôt optimiste quant à cette méthode, cette nouvelle méthode même unique et inédite de concertation. Optimisme tempéré de la part des syndicats qui ont rappelé quelques lignes rouges. Ces concertations, elles rentreront dans le dur à partir du 19 février, date à laquelle la Cour des comptes rendra sa mission flash, son rapport chiffré sur le régime des retraites. C'est Jean-Jacques Marette qui est un spécialiste du sujet, ancien directeur des régimes complémentaires à Agirc-Carco, qui sera en charge d'animer cette conférence sociale. Et oui, on oublie le terme conclave. Cette concertation durera 3 mois et François Bayrou espère qu'à la fin mai, il y aura un accord. Eh bien, on va justement écouter François Bayrou et on ouvre le débat avec mes invités dans quelques instants. Toutes les organisations étaient là, organisations syndicales, organisations patronales, de l'agriculture aussi. Toutes les organisations étaient là et toutes ont dit qu'elles venaient pour aboutir à quelque chose. Aucune d'entre elles ne pense que ça va être facile, et moi non plus. Je sais à quel point les obstacles sont nombreux et paraissent infranchissables. Mais j'ai la conviction que cet effort que nous partageons peut déboucher sur quelque chose qui sera positif et encourageant. Il a raison, Gauthier Lebret, d'y croire. Il y a 3 mois de réflexion. Patrick Melponche... C'est bien de se donner 3 mois comme ça, en espérant qu'il n'y ait pas de censure pendant les concertations. 3 mois, c'est long. Le but, c'est de s'acheter du sursis, de s'acheter du temps. C'est ça. Il gagne du temps et il sait que Olivier Faure, patron du Parti Socialiste, a lui aussi besoin de temps parce que, tiens, c'est intéressant, c'est fin mai la borne de temps. C'est aussi le congrès du Parti Socialiste en mai. Le hasard est heureux et Olivier Faure avait besoin de montrer qu'il n'était pas, pour reprendre une expression devenue célèbre grâce à Robert Ménard, la serpillière de Jean-Luc Mélenchon. Et donc il avait besoin de montrer qu'il pouvait rompre avec la France Insoumise sur différents sujets, dont celui des retraites. Enfin, le but, c'est d'avoir des concessions. Et d'ailleurs, il serait faux de dire que le PS n'a pas eu de concessions. Le PS a gagné ces dernières heures des concessions assez importantes. Pas de suppression de postes à l'éducation nationale. Il était question de 4000 suppressions de postes. Pas de jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires. Un nouveau débat sur les retraites où même l'âge n'est pas un totem ou n'est pas un tabou. De nouvelles taxes sur les plus riches. Ça tient évidemment à cœur à la gauche de toujours taxer un peu plus les plus riches du pays. Donc le PS a obtenu des choses. D'ailleurs, c'est un changement de méthode. Michel Barnier tombe parce qu'il ne veut pas céder une nouvelle fois au Rassemblement national sur les retraites. En plus, s'il tombait, donc s'il était censuré, la mesure sur les retraites était appliquée, la revalorisation. Donc il aurait très bien pu céder parce que être censuré, c'était aussi avoir cette nouvelle mesure de revalorisation sur les retraites. Donc il ne tombe que parce qu'il décide de ne pas céder d'un point de vue purement d'honneur, en se disant ça suffit, je ne céderai pas une nouvelle fois, même si après la mesure va s'appliquer. L'Élysée lui disait même, allez c'est bon, vous pouvez céder monsieur le Premier ministre pour ne pas tomber. Il dit non, je ne céderai pas. Donc il en fait un casus belli. Là, François Bayrou, c'est notre méthode, c'est je veux tout faire pour rester à Matignon le plus longtemps possible. Donc je céderai, s'il faut céder sur tout, je céderai sur tout. Et là, il vient de s'acheter donc 3 mois, avec ces 3 mois de concertation, pendant lesquels le PS ne censurera pas. Donc il est sûr, mathématiquement, de rester un peu plus longtemps que Michel Barnier à Matignon. Et voilà l'opération.
Nathan Devers, ça va coûter combien ça à la C'est une France? autre question. Non, mais là où... Ça va avoir un certain coût quand même d'avoir écouté le Parti Socialiste. On Peut-être. parlera de la réaction des LFI juste après. Hein, Mais là où ce que dit Gauthier est très intéressant, c'est que remercie. c'est la démonstration. Mais comme Gauthier souvent. Lebret, tout ce qu'il dit est intéressant. Oui, bien sûr. En fait, pas trop, Thierry. Non, mais c'est vrai, là où ce que vous dites est très intéressant, c'est que c'est la démonstration que le Parti socialiste a réussi à faire mener des combats, si on se met dans la perspective de la gauche, a réussi à imposer des avancées sociales, ce que LFI n'a jamais réussi à faire. En fait, depuis plusieurs années, il y a une lutte qui est très vieille, qui est vieille comme la gauche, mais dans la gauche française, entre deux tendances. Une tendance LFI, et pas que, consistant à dire le programme L'Avenir en commun, le programme du NFP, c'est un programme qui va changer radicalement l'avenir des Français, mais on l'appliquera quand on sera en capacité de l'appliquer entièrement. Et donc, en attendant, on refuse de faire des concessions avec le gouvernement, on refuse de faire des petits pas, on refuse de se salir les mains dans l'action politique. Et le Parti socialiste, qui est accusé par LFI d'être le parti des traîtres, le parti des gens qui cassent la gauche, qui ne mène aucun combat social, qui là, aujourd'hui, a accepté, en acceptant de participer à l'effort gouvernemental, a réussi à imposer peut-être, en effet, des progrès sociaux. Et c'est, si vous voulez, dans cette lutte entre les révolutionnaires, entre guillemets, ou les absolutistes, qui veulent le grand changement, mais le grand changement qui n'arrive jamais, et les gens qui sont pragmatiques, qui disent un petit pas, vous savez, comme le Baron Noir, la fameuse séquence dans le Baron Noir, où Cadmerat dit ça, et il dit ça au personnage qui joue Jean-Luc Mélenchon, François Morel, il dit... Quand on a un petit pas et qu'on est vraiment de gauche, un petit pas, on le prend. C'est ce qu'ont fait les socialistes. Et je pense, j'espère pour eux, que demain, ça leur permettra de reconquérir un petit peu l'électorat de gauche. Mais je repose la question à Véronique Jacquier. Le coût, ça va avoir un coût tout ça? Oui, ça va avoir un coût. Faut pas l'oublier. Un mot, on parle de 15 milliards d'euros, mais oui. bon, voilà, pour l'instant, ce sont des projections. Je m'inscris en faux avec ce qui vient d'être dit quand on parle de progrès sociaux. Pardonnez-moi, mais enfin, c'est la grande braderie, là, côté François Bayrou en ce moment. Moi, j'appelle pas ça un progrès. Quand on dit on lâche sur le brevet des collèges, plus besoin d'avoir le brevet des collèges pour passer au lycée, mais de la part de quelqu'un qui était ministre de l'Éducation nationale, tout ça pour faire la danse du ventre devant les socialistes, mais quel signal de faiblesse. Est-ce que vous appelez ça un progrès social, comme dit Gauthier Lebret, que de dire pas de jour de carence finalement pour les fonctionnaires, alors qu'on essayait de les aligner sur le privé et qu'on aurait pu enfin parler de justice sociale. Donc là, je m'inscris complètement en faux. Maintenant, en plus, ouvrir la boîte de Pandore sur les retraites, alors qu'on a plus de 3 000 milliards de dettes, alors qu'on nous parle de dénatalité, c'est-à-dire que les retraites, c'est bien gentil de phosphorer dessus pendant 3 mois, mais encore faudrait-il être capable de programmer les choses en fonction de la dénatalité, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus de jeunes en France pour les payer, ces retraites. Donc ça veut dire que dans quelques années, on va avoir des retraites qui vaudront la moitié de ce qu'on aura cotisé, parce qu'il n'y aura plus personne pour les payer. Mais le vrai sujet de la gauche, il est là, Nathan. Enfin, il y a un moment, le pragmatisme, il est là. On est en démocratie. Moi, je fais un constat. Voilà. Et l'électorat de gauche, c'est ce qu'il réclame. Il a peut-être tort, c'est pas le sujet, mais c'est ce qu'il réclame. La réforme des retraites. La réforme des retraites a été un sujet de rupture pour l'électorat de gauche. Ils attendent des avancées sur ces sujets. Ne parlez pas en même temps, s'il vous donner plaît. la réalité du pays. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer ainsi, tout simplement. Mais moi, ce que je voudrais aussi souligner, c'est l'absence de partis en face, c'est-à-dire que les LR, finalement, ils se couchent. Le RN, finalement, il ne dit plus rien. C'est pour ça que, en fait, la gauche a réussi là où les autres sont complètement absents. Gil Mihaly, j'aimerais vous entendre. Je ne vous ai pas encore écouté sur le sujet. Oui, alors, il ne faut pas oublier qu'il y avait des élections en juin et juillet et que le Premier ministre ne peut jouer avec d'autres cartes que celles qui lui ont été attribuées cet été. Et donc, ce qu'il essaye de faire, et c'est ça la priorité, c'est décasser LFI. Et donc, les 15 milliards, ou je ne sais pas quoi, c'est le prix de projet de casser les LFI. S'il arrive à casser les LFI, peut-être ça vaut la peine. La stratégie des Barnier était de s'appuyer sur le Front National. Ouais, ça n'a pas marché. Lui, il essaye une autre stratégie. Comment ? Il est possible que le PS retourne au nid. Je pense que la clé de cette histoire, c'est d'essayer de passer une loi sur la proportionnelle
Et comme ça, les socialistes auront moins de peur. Ils n'auront pas besoin, chaque fois qu'il y a une échéance nationale, de courir derrière LFI pour sauver leur siège. Alors, et justement, on parlait des LFI. On parle souvent de la votation dans les quartiers, notamment. C'est LFI. C'est LFI qui faisait droit. C'est pas le PS. Non, mais le PS, maintenant, je voudrais qu'on écoute Éric Coquerel. Les amis. Le RN, est-ce qu'il a intérêt à la proportionnelle aujourd'hui? Je voudrais qu'on écoute Éric Coquerel, justement, sur la prise de position du Parti socialiste. Et je vous donne la parole juste après Gauthier Lebret. Éric Coquerel. Merci. Vous ne considérez plus ce matin qu'ils sont vos partenaires. Pardon, je reviens à ma question. À ce stade-là, au moment où on se parle, non, ça c'est clair. De toute façon, vous avez vu, vous avez vous-même mis en avant le discours très offensif d'Olivier Faure et qui m'inquiète parce qu'en plus de ça, non seulement il ne fait pas de sa motion de censure on va voir ce qui se passe, mais quasiment on a l'impression d'un accord sur le contenu, y compris sur le budget. Donc je ne sais pas très bien comment il change d'avis d'ici le budget. Donc on peut dire qu'à ce stade, là, au moment où on se parle, moi j'estime que ceux qui n'ont pas voté la motion de censure sont de fait dans une majorité sans participation au gouvernement. Il n'est pas content, Éric Coquerel. Non, il n'est pas content. Gauthier Lebret. Alors là où je pas content du tout. Non, mais bon, c'est normal. C'est pas celui qui a les mots les plus durs contre le Parti socialiste. Hier, Jean-Luc Mélenchon a parlé de cris de putois. Ils ont été comparés à des collabos par Thomas Porte, qui ensuite a mis tous leurs noms sur Twitter. Il manquait que leur adresse mail et leur numéro de téléphone pour être bien sûr qu'ils soient la cible de menaces. Donc, la grande famille. Oui, la grande famille. Alors, par contre, ils sont capables d'oublier quand il y a une dissolution ou de nouvelles élections législatives. Je rappelle que Fabien Roussel avait été comparé à Doriot par Sofia Chikirou. Il a perdu malheureusement pour lui, Fabien Roussel, mais enfin, il avait accepté l'accord du nouveau Front Populaire. C'est pour ça qu'ils peuvent revenir au nid. Et c'est Raphaël possible. Glucksmann, comment il avait été... 48 heures. 48 heures. Raphaël Glucksmann, il fait une campagne entière contre Jean-Luc Mélenchon au moment des européennes. Et 48 heures plus tard, il accepte l'accord du NFP. Ils peuvent revenir au nid, à la niche, dit Jean-Luc Mélenchon. À la niche, oui, c'est vrai. Mais là où je rejoins ce qui vient d'être dit, la proportionnelle peut peut-être leur permettre d'éviter de revenir à la niche. Et la proportionnelle, c'est encore un nouveau moyen pour François Bayrou pour gagner du temps à Matignon, parce que le RN veut la proportionnelle. Est-ce un bon choix stratégique pour le RN ? Maintenant que c'est un parti qui est quasiment capable d'avoir la majorité absolue sans proportionnelle. Là, la question peut se poser. Et puis un petit point quand même, Thierry, parce qu'il faut quand même se dire que l'Europe entière est en train d'augmenter l'âge légal pour partir à la retraite. Même le gouvernement socialiste espagnol est passé à 67 ans. Et nous, on est en train de rediscuter de nos 64 ans avec le potentiel scénario où on fait sauter les 64 ans pour revenir à 62. C'est absolument lunaire. Je vous dis, un gouvernement socialiste vient de passer à 67. Ça coûte plus ou moins 30 milliards par an si on fait sauter l'âge des 64 ans avec les 3 000 milliards de dettes qu'on connaît actuellement. Et c'est pour ça que je parlais de la question du coût. Alors là, ça va coûter. Et peut-être comme ça, les amis, l'espérance de vie va baisser, on va résoudre le problème. Guy Mieli. Oui, 18h31 c'est joyeux, sur Europe 1. 18h31 sur Europe 1 sur CNews. Elle est avec nous. C'est Maureen Vidal. Rappel des titres. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'Église catholique demande à la justice d'ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre. Après de nouvelles révélations de violences sexuelles, le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a annoncé avoir saisi la justice afin d'enquêter sur d'éventuelles autres victimes ou éventuels complices. Le gouvernement a proposé au Sénat de nettes diminutions de crédit pour le budget des sports, près de 34 millions d'euros en moins. Le gouvernement a promis plus de 30 milliards d'euros d'économies sur le volet dépenses du projet de loi de finances pour 2025, une nouvelle qui irrite notamment à gauche. En Russie, 3 avocats d'Alexeï Navalny condamnés à des peines de prison ferme pour des accusations d'extrémisme. Les 3 avocats de l'opposant russe décédé en détention l'année dernière avaient été arrêtés en octobre 2023. Londres appelle le Kremlin à libérer tous les prisonniers politiques. Merci beaucoup Maureen. On poursuit nos débats sur... Non, j'allais dire ce conclave. Il faut que je change de mot, vraiment. Non, mais vous pouvez, c'est un mot de Premier ministre. C'est un mot de Premier ministre. Vous me l'autorisez, Gauthier Lebret. Moi, vous faites ce que vous voulez. Merci. Pas d'autorisation à vous donner. Nathan Devers. Oui, je voulais faire une remarque, c'est que, à mon avis, il y a 2 raisons pour lesquelles le Parti socialiste aujourd'hui dépend de la France insoumise. Une première qui est une raison politicienne, celle que vous avez dite, c'est cette sorte de menace électorale tant qu'il n'y a pas de régime, d'élection proportionnelle. En cas d'élection, ils se retrouvent à devoir faire alliance, sinon ils perdent leur siège. Mais il y a une raison, à mon avis, qui est plus profonde, qui est une raison presque philosophique. C'est qu'en fait, le Parti socialiste aujourd'hui, il n'a pas de vision. Je veux dire, la France insoumise, si aujourd'hui la France insoumise a séduit autant d'électeurs, ils ont une méthode très clientéliste. Mais ils ont fait surtout, qu'on puisse dire. Et il faut quand même dire une chose, non mais il faut leur reconnaître, ils ont fait un travail intellectuel
qui a été massif dans tous les domaines. Vous lisez leur programme, qui est très long, qui est un des programmes les plus travaillés lors des élections présidentielles. Dans tous les domaines, ils ont pris des universitaires, des spécialistes, etc. Ils ont fait un vrai travail de réflexion. On peut être en désaccord complet avec leur programme. Ils proposent quelque chose. Ils ont une vision. Mais tu crois que leur électorat, il lit le programme ? En face, je finis juste là-dessus. En face, et puis ils ont des cercles de pensée, l'Institut La Boétie, etc. En face, les socialistes, ils sont dans une logique un peu de technocrates, où tout ce qu'ils ont à proposer, c'est des mesures quantitatives, vraiment techniciennes, etc. Et lors des élections, on l'a vu lors des dernières élections présidentielles, il n'y avait pas une vision socialiste. La vision de la société de M. Mélenchon, on peut être complètement opposé à cette vision-là. En tout cas, elle existe. Elle a le mérite d'exister et de pouvoir être discutée. Quelle était la vision de la société proposée par la candidate du Parti socialiste aux dernières élections présidentielles ? Je crois que les Français ont bien compris que fondamentalement, en fait, il n'y en avait pas, qu'ils n'ont pas réfléchi. Et tant qu'ils ne feront pas un vrai travail de réflexion, de se dire quelle est fondamentalement notre vision du monde, quelle est notre conception de la justice sociale, quelle est notre conception de l'intérêt général, de là où on veut amener la France d'ici 20 ou 30 ans, tant qu'ils ne feront pas ce travail-là, ils resteront à faire des scores médiocres. Et pour l'instant, ils ne le font pas, ce travail. En revanche, je ne sais pas comment les trouver, Olivier Faure, mais il y a longtemps que je n'avais pas trouvé aussi véhément à l'Assemblée au cours d'une prise de parole. Sincèrement. Je parle sur votre gouvernement. Mais ça doit faire du bien. Quand vous êtes enchaîné, vous libérez de vos chaînes de la France insoumise, ça doit créer Délivrer. Voilà. Mais c'est vrai en plus, sincèrement. J'étais devant ma télé, il m'a surpris. Non, mais il faut reconnaître, il reste complètement insipide face à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est très charismatique. Et en face, il a un Olivier Faure ou il a Madame Hidalgo. Donc il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Mais je pense aussi que LFI, ce qui est de fort, parce que je ne pense pas que c'est le programme qui est élu. Et pour en avoir discuté avec beaucoup de gens, je peux vous dire qu'ils ne connaissent pas le programme. Et s'ils connaissaient le programme, certainement qu'ils ne voteraient pas pour eux. Notamment dans les quartiers, parce que les quartiers sont très conservateurs. Et le programme de LFI... Voilà, et si les autres partis faisaient leur travail pour faire connaître le programme, peut-être que les gens seraient moins... C'est un mystère de notre siècle, Naïma. Comment la communauté musulmane peut accepter les dérives woke de la France insoumise ? Alors ça, effectivement... Ça, c'est un sacré mystère. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que vraiment, LFI, ce qu'ils ont fait et ce qui a été extrêmement fort, c'est d'appliquer ce qu'avait théorisé Terra Nova, qui avait dit les ouvriers, vous ne les avez plus. Maintenant, il faut aller vers l'électorat des quartiers, l'électorat musulman. Et ils ont joué sur la communautarisation. Ils s'adressent clairement aux musulmans. Vous avez vu les dernières déclarations, encore une fois. Il y a un facteur. C'est extrêmement important. Et je voudrais rejoindre ce qu'a dit Gauthier, parce qu'il a raison d'appuyer sur ça. Moi, quand j'ai interrogé sur Donald Trump, les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? On aurait voté Donald Trump parce qu'il est conservateur, parce qu'il est pour la famille, parce qu'il est pour les... Il y a un aspect qui est majeur. Avec la communauté arabe qui a voté massivement et les portoricains. La communauté arabe a voté pour Donald Trump aux États-Unis. Il y a un aspect qui est majeur et qui contredit ce que vous dites, c'est que le vote de la France insoumise, là où il est par exemple très important, c'est auprès de la jeunesse. Et ça, c'est un facteur, c'est une grande victoire pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est pas uniquement des histoires de communauté, etc. Mais c'est intéressant, le pourcentage de jeunesse maintenant. Regardez, il est beaucoup plus important dans les quartiers. Si je peux me permettre de finir. La jeunesse, elle vote pour la France insoumise, en très grande partie pour le RN. Et pour le RN d'ailleurs. Dans les deux cas, c'est un vote idéologique qui est un vote d'adhésion à un programme. Et ça, c'est une très grande victoire de la France insoumise par rapport aux socialistes. C'est qu'évidemment, les socialistes, ils séduisent beaucoup moins la jeunesse et en particulier la jeunesse étudiante. Et ça, c'est le fruit d'un travail idéologique qui, encore une fois, n'a pas été fait. Pour le dire en un mot, le Parti socialiste n'a jamais répondu à la question de savoir pourquoi on a raté, ou j'allais un mot plus vulgaire en tête, sous le quinquennat de François Hollande. Et tant qu'ils ne répondront pas à cette question, ils ne pourront pas se représenter aux élections avec une chance de faire des bons scores. Allez les amis, pause pub sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans quelques instants. On sera avec Olivier Jaoui, qui est membre de la famille d'affaires Calderon. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron a annoncé ce matin qu'il ferait partie de la liste des 33 otages qui doivent être libérés par le Hamas. Ça sera notre invité Olivier Jaoui dans quelques instants sur Europe 1 et sur CNews. A tout de suite.